un point qui est assez important que les entrepreneurs peuvent oublier, c'est que les personnes qui investissent ne sont pas bénévoles et ne le font pas sur la seule bonne foi de leur envie de sauver l'humanité. Le départ, c'est est-ce que j'ai besoin de lever des fonds? C'est quelque chose qui, à mon sens, s'oublie un petit peu. L'argent, il y en a. Il n'y a aucun problème là-dessus. Même en 2025? Ouais, même en 2025. Tu parlais de plans de restructuration. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe? J'ai eu à le faire. Pour le coup, vraiment, où là, on a licencié quand même pas mal de monde. Je vire des gens, pas parce que ça m'amuse, mais parce que je me rends bien compte que si j'en vire pas 2 aujourd'hui, j'en virerai 4 demain. Bonjour à tous, bienvenue dans Le Nerf de la Guerre, le podcast destiné à booster la gestion financière de votre entreprise. À chaque épisode, vous retrouverez, j'espère, un condensé de conseils super pratiques et de stratégies concrètes pour optimiser vos finances et prendre des décisions éclairées. Le Nerf de la Guerre, c'est un podcast que j'ai pensé pour les CEO et les CFO en quête d'efficacité et dans lequel j'aborderai tous ces sujets de gestion financière sans jargon et sans détour. Pour me présenter rapidement, je suis François Mingeot, cofondateur et CEO de Figure, une solution de cash management pour les PME. Avant de monter Figure, je travaillais déjà dans le secteur de la finance. Plus précisément, je travaillais dans la banque d'affaires de HSBC à Paris. J'ai donc toujours bercé dans ce monde entre finance et entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de monter ce podcast pour pouvoir partager avec le plus grand nombre toutes les conversations passionnantes que je peux avoir au quotidien avec des CEO et des CFO sur leurs sujets de finance d'entreprise, notamment dans les PME. Avant de lancer l'épisode, je vous demande juste un tout petit service, un petit like, un commentaire, un partage. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast qui est encore tout jeune. Allez, sans plus attendre, j'accueille maintenant mon invité du jour, Benjamin Ziza, DAF externalisé et cofondateur du cabinet ITER Advisor. Exactement. Hello Bonjour. Benjamin. Salut. Merci beaucoup de me recevoir. Aujourd'hui, c'est vous qui me recevez dans vos super locaux chez ITER Advisor à Barcelone. Et bah écoute, tout simplement pour commencer, je vais te demander de te présenter, de nous expliquer un peu qui tu es et qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Ok, donc moi je suis Benjamin, j'ai fait une formation expert comptable commissaire aux comptes. J'ai commencé par de l'audit, du conseil, de l'expertise comptable et après j'ai switché sur des positions qui étaient donc responsables de contrôle de gestion, un gros groupe de conseil. Puis je suis passé sur des fonctions de finance manager, finance director et de sociétés de plus en plus gros. J'ai travaillé, je suis passé par IWG où j'avais responsabilité de plusieurs pays, notamment en Afrique et puis en Espagne. J'ai enchaîné après avec direction financière d'un groupe d'adtech de 5 sociétés assez intéressant avec des créations, différents modèles, des chutes aussi en gros, business model. Et puis après, j'ai créé avec Sébastien une boîte de DAF part-time. Ça fait 4 ans de ça. Et aujourd'hui, on accompagne start-up et scale-up pour leur gestion financière, CFO controlling. Ok, donc tu as bossé, tu as fait tes armes, je comprends, dans plutôt des grosses boîtes au démarrage. Qu'est-ce qui t'a motivé à changer progressivement et aujourd'hui à plutôt accompagner je comprends que vous accompagnez plutôt des startups et des PME, Ouais. Des boîtes qui font 1 à 15 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires, tu m'avais dit. C'est ça, exactement. Enfin, il y en a qui font plus aussi, mais dans l'ensemble, ouais, c'est à peu près ça, c'est ce range-là, plutôt 5-15, je te dirais. Ok. Et en fait, si on reprend l'historique des sociétés que j'ai traversées, avec lesquelles j'ai bossé, donc quand j'étais chez Mazars, du coup, je faisais des grosses sociétés. J'ai travaillé chez Allianz, par exemple, j'ai une très très grosse mission chez Allianz. Donc, mais à côté de ça, j'avais des missions sur l'expertise comptable où j'allais traiter des petits dossiers. Donc en fait, beaucoup de petits dossiers qui avaient l'avantage tu pouvais voir beaucoup plus de choses que sur un grand compte où au final, tu faisais qu'une partie. Donc ça, c'était une partie qui m'intéressait énormément. Et après, sur les autres boîtes où j'ai été, le groupe Amaris Mantoux, c'était quand je suis arrivé, je crois qu'ils étaient à 200 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je sais qu'ils font plus d'1 milliard. Mais à l'époque où j'étais responsable du contrôle de gestion, je crois que c'est monté jusqu'à 400 millions de chiffre d'affaires. C'était des grosses structures. IWG, c'est énorme aussi. Et le groupe d'adtech dans lequel j'ai travaillé, c'était 35 millions de chiffre d'affaires quand je suis arrivé. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'était quelles que soient les entités dans lesquelles on travaillait, c'est que les problématiques étaient globalement les mêmes. Surtout dans les parties tech où il y avait beaucoup de digitalisation. En fait, dans une société tech qui était bien organisée, que tu fasses 5 millions ou 10 millions, tes problématiques sont globalement similaires. Et ce que j'ai retrouvé partout, par contre, c'est qu'au début, quand j'arrivais dans une société, je travaillais énormément.
soir et nuit. Et en fait, au fur et à mesure que l'intégration se passait, que les process étaient mis en place, que le personnel était formé, ma semaine se raccourcissait, la semaine de mes équipes se raccourcissait. Et en fait, on se rendait compte qu'en 2 jours, on arrivait à faire le travail qui avant nous occupait soir et week-end. Et en fait, c'était une espèce de petite lassitude qui fait que je me suis dit, en fait, il y a peut-être mieux à faire ou de s'organiser. Donc, soit c'était d'aller dans des structures qui étaient plus grosses, ce dont je ne sais pas si à l'époque, en plus, personnellement, j'aurais pu trouver ce genre de poste qui m'intéressait. Ou alors, c'est de se dire, je reste dans des petites structures. Par contre, j'en fais plein et comme ça, j'y trouve mon intérêt. Et c'est comme ça qu'on a switché. Ok. Donc aujourd'hui, vous accompagnez une soixantaine de boîtes chez Iter Advisors, c'est ça? Donc des boîtes tu disais pour la plupart entre 5 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quoi le scope de sujets sur lesquels vous intervenez, sur lesquels vous les accompagnez? Puisque la direction administrative et financière, c'est une thématique qui est assez vaste. Donc curieux que tu me découpes un peu ça en différents tiroirs. Alors, nous, on a voulu dès le début, quand on a monté Iter Advisor, on a voulu ne pas rentrer dans la logique de faire de la comptabilité. En fait, la particularité d'Iter Advisor, c'est que nous, on est basé à Barcelone. Donc, on est des Français. Et moi, ça fait... c'est vrai que dans mon parcours, je ne l'ai pas précisé, mais ça fait plus de 10 ans que j'habite à Barcelone. J'y suis allé parce que j'avais fait un VIE à l'époque. Et en fait, j'y suis resté pour le cadre de vie pour pas mal de sujets. Aujourd'hui, j'ai la famille, les enfants qui sont ici. Donc, a priori, je suis parti pour rester. Mais c'était vraiment à la base un voyage qui s'est un peu éternisé. Un peu prolongé. Exactement. Okay. Donc, je parlais pas espagnol, je parlais pas catalan, je connaissais personne quand j'ai débarqué et je connaissais pas mes associés. Donc, c'était vraiment une aventure de on y va 2 ans, on revient en France et super. Ouais. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a des clients qui sont à la fois en France et en Espagne, puisque quand on a développé notre clientèle, on en avait des 2 côtés de la frontière. Et on a maintenant d'autres clients. On a eu US, Chypre, en fait, on a eu pas mal de géos qui font qu'on ne peut pas être spécialisé. C'est-à-dire que moi, je suis directeur financier, mais je ne vais pas être spécialisé dans tous les domaines. J'ai une bonne connaissance de l'environnement fiscal français et espagnol, qui sont d'ailleurs assez proches. J'ai une bonne connaissance de l'environnement fiscal légal européen, et j'ai des connaissances un peu sur les grosses, sur US, ou enfin, ce genre de pays. En revanche, je ne peux pas être spécialisé. Donc moi, je reste un généraliste, et pour cette raison, on n'a pas les moyens d'avoir de la veille comptable fiscale, et donc on est obligé de s'appuyer sur des professionnels. Donc de toute façon, quand on a monté Iter Advisor, le point de départ, c'était on ne fera pas de compta, on ne fera pas de fisca, on ne fera pas de paye, on ne fera pas tout ce qui est spécialisé. Par contre, on sera un généraliste et on va commencer à prendre l'entreprise du stade de controlling jusqu'au stade de CFO avec la partie advisory et conseil stratégique. Ok. En termes de secteur, du coup, vous êtes assez agnostique. Vous bossez avec tout type de secteur, de modèle économique. J'imagine, et de toute façon, tu me le disais, que vous bossiez quand même avec pas mal de boîtes dans le secteur du digital, de la tech, ce qui, je pense, est lié à votre ADN, votre implantation, où forcément, vous avez votre réseau, vos réseaux personnels là-dedans, c'est ça? Ouais, exactement. Et il y a aussi un autre facteur, à mon sens, parce qu'on a pas mal parlé de... En gros, moi, quand j'ai commencé, donc pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup plus rapidement des éléments qui, avant, prenaient une semaine. En fait, j'arrive à le faire en 2 jours. Et ça, c'est parce que pas que nous, mais il y a la technologie qui a énormément évolué. Il faut être conscient de ce qui s'est passé. Et ça, c'est le facteur numéro 1. Donc, à partir du moment où tu commences à mettre un petit peu de techno, un petit peu de process, en fait, tu peux faire les choses beaucoup plus rapidement. Donc, ton département finance, qui avant, c'était 20 personnes, parce que tu avais la moitié qui étaient des comptables et parce qu'ils récupéraient des factures et parce que donc tout ça a disparu, ça va beaucoup plus vite. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, si tu vas en plus sur des business qui sont digitalisés, qui sont très fortement tech, en fait, tu t'enlèves, tu n'as pas de stock, tu n'as pas de vraies problématiques. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que tu peux traiter, une boîte qui est très, très bien organisée, complètement digitalisée, qui fait 200 000 euros ou 1 million de chiffre d'affaires, si c'est les bons process, je peux scaler à 10 000, 15 000, j'aurai exactement les mêmes problématiques. 15 millions, tu veux dire? Pardon, avec 15 millions. J'aurais exactement les mêmes problématiques. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a commencé sur de la tech, parce qu'on s'était dit, modèle fractional, ça s'adapte super bien. Et en fait, on s'est rendu compte que sur les boîtes non tech, on a peut-être plus de valeur perçue. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est pas du tout là où on voulait aller.
Et en fait, on a récupéré des boîtes qui n'étaient pas du tout tech, mais vraiment l'inverse de tech. Et ça se passe très, très bien avec une valeur perçue qui est excellente parce que justement, on rajoute de la tech dans des entreprises qui ne le sont pas. Ouais, c'est hyper vertueux parce que tu vas apporter le meilleur des deux mondes à chacun, j'imagine, et ça fait progresser tout le monde. Moi, quand j'entends finance et boîte tech, mécaniquement, je pense, et c'est peut-être un mauvais réflexe, mais je pense levée de fonds. Ouais. Je crois que vous accompagnez, dans certains cas, et j'imagine, hein, si vous êtes CFO externalisé et qu'il y a un sujet de financement par l'intermédiaire d'une levée de fonds, par le moyen d'une levée de fonds, vous êtes amené à travailler dessus. Tu confirmes? Ouais. Ok. Exactement. Donc vous accompagnez vos clients. Et j'imagine qu'il doit y avoir des belles levées de fonds quand même. Si vos clients font entre 5 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires dans de la tech, ça peut faire des levées qui montent un petit peu en termes de montant. Exactement. Série A, série B, série C peut-être. Non, on n'a pas fait. Peut-être pas jusqu'à série C quand même. Mais... En vrai, à partir de la série B, de toute façon, il faut internaliser la fonction finance. Parce que ne serait-ce que vis-à-vis des investisseurs, ça fait pas crédible et on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit full-time dessus. Donc la série B, non à pas faire. Au mieux, on va accompagner jusqu'à la série B ou jusqu'aux portes de la série B et on va pouvoir aider à trouver un CFO qui va être justement dédié à faire l'idéal, c'est pas de le faire la veille de la série B, c'est de préparer en amont. Bien sûr. Donc du coup, c'est quand on voit que la série A s'est bien passée, que ça commence à avancer, de faire la transition vers quelqu'un qui va être full-time. Okay. C'est la logique. Et sur des séries A, on en a fait. En gros, on va traiter du seed à série A la plupart du temps. Et oui, les sociétés tech, c'est justement aujourd'hui, alors surtout dans l'environnement parisien, un peu moins quand on sort de Paris, faut être honnête, mais pas mal de sociétés qui cherchent à lever un peu... j'ai envie de dire à tort et à travers, mais c'est un modèle aussi. Hein, c'est un modèle. Alors justement, il y a peut-être certaines d'entre elles qui nous écoutent, qu'elles soient plus ou moins matures, que ce soit des CEO de boîtes assez early stage ou des CFO de boîtes déjà un peu plus matures qui potentiellement ont déjà levé. Ce serait quoi, toi, qui as vu passer pas mal d'opérations, tes conseils pour réussir sa levée de fonds? Je vais faire deux questions en une. Les conseils pour réussir sa levée de fonds, les erreurs à éviter à l'inverse, et les grosses étapes pour bien structurer une levée de fonds, parce qu'on a toujours tendance à croire que ça va prendre 2 mois et finalement ça prend toujours 12 mois ou j'en sais rien. Donc concrètement, comment est-ce qu'il faut bien anticiper les choses pour pas se faire surprendre par rapport à ça? Alors déjà, si on prend pour le départ, c'est est-ce que j'ai besoin de lever des fonds? Alors il y a des boîtes qui sont montées telles quelles pour pouvoir lever des fonds de plus en plus, mais concrètement, il faut aussi se poser la question de à quoi sert la levée de fonds, et c'est quelque chose qui, à mon sens, s'oublie un petit peu. On a l'ego trip de j'ai levé 10 millions. Bon, en fait, t'as pas vraiment levé 10 millions, t'as levé 5 plus 5 et c'est pas vraiment la même chose, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Moi, à chaque fois que je vois des entrepreneurs qui lèvent des fonds, je me pose toujours la question de est-ce qu'il y a vraiment besoin? Est-ce que tu le fais pas trop vite, trop tôt ou pas de la bonne façon? Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est souvent on lève des fonds avec des objectifs qui sont quand même assez souvent peu atteints. Moi, c'est quand même la majorité des cas que je vois. C'est des boîtes qui vont pas forcément atteindre leurs objectifs ou qui n'ont pas forcément besoin de lever ou qui lèvent trop et du coup qui waste. Qui gaspille, qui dilapide le cash de manière peu efficiente. Et même pour des boîtes qui vont avoir justement des très bons résultats, que ce soit sur la tech ou qui vont réussir à trouver leur go-to-market ou qui vont réussir à atteindre les objectifs qui s'étaient fixés, moi j'ai quand même l'impression que souvent, sur des boîtes qui arrivent et qui partent dès le début dans l'idée de on va lever des fonds, il y a souvent du gaspillage qui est fait au passage. Et en plus, c'est normal parce que moi, c'est des clients que je récupère un petit peu après la levée de fonds. Alors, quand c'est juste après la levée de fonds, ça va parce que nous, on leur permet de suivre un petit peu ces éléments-là. Mais quand ça arrive 1 an après la levée, nous, parfois, on se rend compte, quand on débarque, on se rend compte de 1, t'as pas du tout fait ce que tu avais dit aux investisseurs. 2, t'as dépensé beaucoup plus. Et 3, ta prochaine levée de fonds, ça va pas être une levée, ça va être un bridge, ça va être dans de mauvaises conditions et ça va pas le faire du tout. Donc, pour répondre à ta première question de qu'est-ce qu'il faut éviter, moi, je pense qu'il faut éviter il faut bien se poser la question de pourquoi je lève. Comment je peux le faire? Moi, j'ai envie de dire comment je peux le faire cheap, parce que pour des levées de fonds à partir de la série B
où une fois qu'on a vraiment un produit et on veut accélérer, on a un produit qui fonctionne bien ou un produit ou un service qui fonctionne bien, on a envie d'accélérer très fort et on a envie d'aller conquérir des nouveaux marchés. Ok, je sais comment faire, je mets de l'argent, on va aller taper dans du marketing, des équipes. Ça a du sens. Tant qu'on ne sait pas trop et sur des phases assez early stage, je dirais il faut bootstrap au maximum, il faut être radin, il faut être malin et faut éviter. Et surtout, il faut utiliser des leviers, donc du dilutif avec du non dilutif. Oui. Ça, il y en a plein de boîtes qui se focalisent sur le dilutif. Le dilutif coûte excessivement cher. Donc, il faut vraiment à chaque fois avoir du dilutif et du non dilutif qui travaillent ensemble pour avoir cet effet de levier. Je reviens sur le pourquoi je lève, parce que on m'avait déjà posé la question, enfin on l'a posé à plusieurs titres en fait. On me l'a posé à moi, François, le financier, de pourquoi une boîte peut être amenée à lever des fonds. Et on me l'a posé aussi à l'entrepreneur. Moi, la réponse que je donne souvent, et je suis curieux de savoir si tu es d'accord avec moi, c'est il peut y avoir que deux bonnes raisons, j'en oublie peut-être, mais pour moi, les deux bonnes raisons pour lesquelles tu peux lever, c'est soit parce que tu as la constitution d'un actif à financer. Alors en général, un actif tech, c'est-à-dire typiquement, je développe un logiciel et donc j'ai besoin de fonds pour développer ce logiciel que je ne suis pas encore en capacité de vendre. Donc mécaniquement, je dois payer ce développement et derrière, je vais rembourser ce développement sur les années où je vais être capable de le vendre, la définition même d'un actif. Ou la deuxième raison, c'est accélérer ma croissance. Mais une croissance qui, comme tu disais avant, est déjà là. Exactement. En fait, si je ne suis pas dans l'une de ces deux raisons, a priori, ma levée de fonds, elle sert à financer des opérations. Et ça, c'est super dangereux parce que ça veut dire que je masque un business qui n'est pas forcément profitable. Et donc, je mets 1 euro de financement extérieur pour en ressortir, tout compris, moins. Donc, je fais perdre de l'argent à tout le monde autour de la table. C'est ça. Et dans la continuation de ton deuxième point, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Dans la continuation de ton deuxième point, tu as aussi des boîtes qui sont passées de 0 à 10. Donc, on fait un petit graphe. On t'explique que c'est exponentiel et que c'est génial. Et que comme ils ont réussi à passer de 0 à 10, ils vont réussir très facilement à passer de 10 à 100. Et ça, on a beaucoup de boîtes qui, ok, tu as fait les fonds de tiroir, tu as appelé tous tes potes et ta famille, et tu as réussi à croître, c'est bien, tu as fait tes FFF, Friends, Full and Family. En fait, il y a pas mal de boîtes qui n'ont pas trouvé leur go-to-market, qui lèvent en expliquant que ça y est, ils vont aller conquérir le monde et qui se plantent à ce moment-là. Et ça, moi, j'en vois pas mal de boîtes qui n'arrivent pas justement parce que parce qu'ils se cherchent encore et qu'ils cherchent encore leur go-to-market. Et en fait, ces boîtes-là, c'est ok, tu peux demander un peu de fonds pour aller chercher ce go-to-market, pas de problème. Mais celles qui demandent de l'argent pour conquérir le monde alors qu'elles ne savent pas encore vendre leurs produits à 4 personnes, ça, c'est une grosse erreur selon moi. Parce que, et ça, moi, je l'ai vu avec une des sociétés qui ont, on va prendre un CMO qui est le crack dans son domaine, mais en fait, lui, il va faire des tests et puis le truc, c'est des salaires mirobolants pour une équipe alors qu'on ne sait toujours pas ce qui fonctionne et que tu as réussi à le vendre à 10 personnes, mais le passage de 10 à 100 est très compliqué. Et je me permets de vous interrompre quelques petites secondes dans votre écoute. Si ce podcast existe, c'est grâce à Figure qui le produit. On a créé Figure en 2020 avec mon associé Geoffrey pour simplifier et automatiser la gestion de trésorerie des PME. Que vous soyez dirigeant ou financier, Figure devrait vous intéresser. Pour faire simple, l'objectif de Figure, c'est de vous donner une vision à 360 degrés sur votre situation financière. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui en matière de position de trésorerie? Comment est-ce que j'en suis arrivé là? C'est-à-dire comment est-ce que ma trésorerie a évolué sur les semaines et les mois passés? Et comment est-ce que je peux me projeter sur les semaines et les mois à venir en matière de position de trésorerie future. Donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va synchroniser automatiquement toutes vos données, comptables et bancaires, les agréger au sein d'une même plateforme, les traiter automatiquement pour automatiser tout ce qui peut l'être en matière de suivi et prévision de trésorerie et vous permettre d'intégrer vos propres prévisions grâce aux fonctionnalités intégrées. Alors je sais que vous adorez Excel et moi aussi honnêtement, mais sur un sujet comme la trésor, très sincèrement, Figure va bien plus loin et vous fera gagner un temps fou. Si vous voulez voir plus précisément comment Figure pourrait vous aider, je vous mets dans la description 2 liens. Un lien pour prendre rendez-vous avec moi pour que je vous fasse découvrir l'ensemble de la plateforme ou si vous préférez découvrir Figure tout seul tranquillement de votre côté, un lien vers une vidéo démo complète. Allez, je vous dérange pas plus longtemps et on reprend cet échange super intéressant. On va reparler juste après parce que je suis assez curieux de ton retour d'expérience justement sur les boîtes que vous avez accompagnées qui ont levé beaucoup et peut-être trop et qui derrière se sont retrouvées dans des situations délicates. Avant ça, je suis curieux que tu nous
nous éduques un petit peu sur c'est quoi les grosses étapes à anticiper pour une levée de fonds. Parce que, en fait, comme je te disais, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se disent ouais, je vais lever des fonds et qui sont persuadés que ça va se faire très rapidement. Et en fait, dans la pratique, quand je fais le retour d'expérience, je vois qu'entre le moment où on m'a dit pour la première fois je vais lever des fonds et le moment où les fonds sont bien arrivés, où la levée de fonds est annoncée, il peut se passer un sacré paquet de temps, beaucoup plus que ce qui avait été anticipé au départ. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de démystifier un peu tout ça en disant, bah, en fait, le sine qua non d'une levée, c'est ça. Alors, moi, et alors là-dessus, moi, je suis côté entreprise, CFO, je suis pas un leveur de fonds professionnel, donc moi, je le vois vraiment du point de vue de l'accompagnant à la société qui est en train de lever. Déjà, j'ai été surpris de voir qu'il y a des personnes qui arrivent à lever extrêmement vite, Ok, extrêmement facilement. C'est-à-dire que de l'argent, il y en a. Il n'y a aucun problème là-dessus. même en 2025? Ouais, même en 2025, il y a de l'argent qui existe. Il faut avoir un bon produit, ça c'est sûr. Il faut aussi avoir un bon réseau. Ouais. C'est-à-dire que des personnes qui ont déjà créé des sociétés, qui ont un track record, qui connaissent des gens, arrivent à lever. Ouais. Quand il y a un produit qui tient à peu près la route, qu'on s'entende, hein, on ne lève pas sur une promesse. Et donc, déjà, il y a la personnalité des dirigeants. Je pense que ce dont tu parles, ça va être des personnes qui n'ont pas forcément ce réseau à activer fort et qui vont devoir aller passer par... et après, encore une fois, il y a différents stades il y a différents stades de développement d'une société et les différents montants que tu vas aller chercher. Oui. Donc, si on reprend un petit peu à la base, il y a ton pré-seed / ton seed où tu vas vraiment commencer à aller voir tes potes, ta famille, tes amis, les gens qui croient en toi, éventuellement un premier client qui serait OK. Donc là, c'est vraiment on est en direct. Du réseau proche. Du réseau proche, exactement. Direct ou indirect. Derrière, sur des sociétés qui se développent, qui vont faire un premier seed, on va dire, où on va aller chercher entre... En fait, tant que les montants ne dépassent pas le million, ça reste encore relativement facile. Quoique, quand on commence à s'approcher du million, il faut commencer à passer par des BA qui ont un peu plus d'argent, des groupes de BA qui se rassemblent entre eux. Et donc, du coup, on commence à arriver à des situations qui sont un peu plus compliquées. Mais normalement, encore une fois, là, le réseau, il doit t'aider à prendre. Et le problème, c'est que quand tu as à ce moment-là, tu n'as rien. Normalement, tu en es encore là. Tu as quelques ventes, tu as éventuellement un produit qui fonctionne bien, mais on est plus sur la promesse de quelque chose que sur quelque chose qui existe vraiment. Ouais. Et donc, c'est peut-être cette phase-là qui est la plus dure à financer parce que si tu n'as pas le réseau, les fonds propres ou quoi que ce soit, c'est ici où tu galères un peu. Donc, tu dois prouver une traction sur des processus où tu vas aller parler à des cercles d'investisseurs où ça peut prendre quand même pas mal de temps. Ouais. Les gens, il va y avoir le premier interview, puis les personnes vont aller passer à un groupe donc, il y a du temps que tu devrais investir à bosser sur du temps que tu dois investir projet. Entre le moment où tu commences à parler au premier et le moment où tu as les premières promesses, il peut se passer un petit bout de temps. Tes KPIs, il peut se passer, je sais pas, un été où la pression redescend un petit peu. Toi, tu as des focus de ton business parce que tu es en train de faire tes roadshows, donc du coup, tu te rends compte, et en fait, tu as des KPIs qui sont moins flatteurs. Donc, pour parler aux futurs investisseurs, là, du coup, il y a tout le monde qui commence à se déchauffer. Entre-temps, tu n'as pas réussi à atteindre le montant que tu t'étais fixé. Donc, du coup, tu dois aller chercher d'autres investisseurs qui n'ont pas forcément la même la même rapidité de réponse. Et en fait, c'est cette espèce de momentum où tu peux te perdre entre les différentes promesses des différents acteurs et pas arriver à closer ou closer très lentement jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui dise allez, moi, j'y crois, je prends le lead, qui vient avec moi, je pose tant sur la table et là, ça peut se débloquer. Donc, je dirais que c'est pour ça que ça peut prendre du temps. Ça amène énormément de défocus. Mais donc, il faut avoir une vision claire de son produit. Il faut essayer de défocus le moins possible. C'est facile à dire, mais voilà, c'est ça. Je pense, alors je me tire une balle dans le pied en le disant, mais que les financials, à cette étape-là, il faut en avoir une bonne vision et les maîtriser. Il n'y a pas besoin d'avoir une armada. Oui. Je pense que quelque chose d'assez simple et maîtrisé, c'est suffisant. Et après, c'est une très très bonne vision produit. Et puis, il faut savoir se vendre. Là, c'est vraiment s'entraîner à savoir se vendre, pitcher, développer son réseau. Et c'est ça qui sert à ces étapes-là de développement. Puis après, rentre en compte la crédibilité de la société, savoir si on est bien organisé. C'est là où je pense qu'un département financier, c'est quand même bien pour gérer la relation avec les investisseurs et les futurs. Et puis, pour un peu décharger. Et puis aussi pour apporter une vision pour le futur. Il y a vraiment... Après, une fois que le produit fonctionne, qu'il y a un track record, qu'il y a des ventes,
qui a un historique, c'est quand même beaucoup plus binaire. C'est ou bien la société fonctionne ou bien elle ne fonctionne pas. Et après, c'est justement là où il y a les premières vagues d'échecs. C'est face à la série A de est-ce que j'essaie de lever en faisant passer ça pour une série A, mais réellement je dois payer les dettes, ou est-ce que j'ai vraiment atteint mes objectifs et que je passe à l'étape d'après. Et dans ce cas-là, ça se finance. Il y a de l'argent pour les boîtes qui fonctionnent bien. Ouais, après, comme tu disais, je trouve que c'est intéressant. C'est pour celui qui lève, il faut voir ça un peu comme un process de vente. En tout cas, moi, les fois où on a levé chez Figure, je structurais vraiment comme un pipeline d'acquisition client où tu pitches comme tu pitcherais des prospects à qui tu fais la démo de ton produit. Là, c'est exactement la même chose et tu structures des étapes d'avancement dans ton process. Et un point qui est assez important que les entrepreneurs peuvent oublier, c'est que les personnes qui investissent ne sont pas bénévoles et ne le font pas sur la seule bonne foi de leur envie de sauver l'humanité. Alors ça peut arriver, mais la plupart cherchent un ROI. Donc en fait, il faut quand même aussi se demander, je vais leur demander d'investir de l'argent, comment je leur explique et que je leur prouve qu'ils vont le retrouver. Et donc, pensez déjà à l'exit, de comment eux, ils vont pouvoir faire leur exit, quelles sont les prochaines étapes, c'est vachement important. Et c'est quelque chose dont il faut aussi penser, mais dès la constitution de la société, de ne pas avoir une cap table qui soit complètement déconnante, parce que derrière, les investisseurs, moi j'ai eu le cas justement dans la boîte d'adtech dans laquelle je travaillais, avec les opérationnels qui n'avaient pas de capital. Donc en fait, personne ne voulait investir dans la société parce qu'ils disaient, vous êtes gentil, mais vous avez 10% qui travaillent dedans. Tout le reste, vous avez des investisseurs historiques. Donc, je comprends que vous avez eu votre part à une époque, mais aujourd'hui, vous ne faites plus rien dans la boîte. Donc, c'est soit vous dégagez ou vous prenez moins et vous donnez plus opérationnel. Donc, il y a quand même cette notion de cap table qu'il faut intégrer dès le début, dès la création de la société. C'est super important. L'alignement entre toutes les personnes qui sont autour de la table, on va en parler après. Et oui, et je reviens sur ce que tu disais, mettre en avant, expliciter les leviers de création de valeur pour l'investisseur qui, après, c'est souvent la même chose. C'est l'EBP, comment je vais générer de la croissance et sur quoi je vais être valorisé. Est-ce que je vais être valorisé sur un ARR dans 5 ans ou plutôt sur un EBITDA ou sur encore autre chose et au-delà de la valorisation, quelles sont les opportunités de liquidité que je vais offrir à mes investisseurs et notamment les opportunités d'exit. Dans le cadre d'une startup, c'est souvent ça. Alors, ça peut être soit une future levée ou 2 futures levées, soit un exit, c'est-à-dire je me fais racheter par un autre acteur du marché ou carrément par un fonds si je rentre dans une logique private equity. Mais ça, c'est hyper important. Et je sais que nous, c'est encore une fois, quand on a levé, une des questions qu'on nous a posées, et c'est presque l'une des questions les plus importantes et les plus légitimes de la part d'un invest. Enfin, en sous-jacent, ça veut dire quand et comment je vais retrouver mon argent. Ouais, parce que le nombre ça arrive très souvent, des personnes j'ai investi dans telle boîte, ça se passe un peu moins bien que prévu, mais ça vivote. Et ton argent, dans la boîte, pour l'instant, il est bloqué. Il est bloqué, il n'y aura pas d'autre levée de fonds. Et puis, les dividendes, c'est tellement minime parce que j'ai 0,2% de la boîte qui c'est une boîte qui vivote. Qui fait pas encore beaucoup d'EBITDA. Et puis la boîte, elle va pas commencer à rembourser généreusement tous ses actionnaires. Oui, c'est donc, pas l'objectif. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Alors justement, je crois que tu disais tout à l'heure que tu as vu passer malheureusement des boîtes qui s'étaient retrouvées en difficulté parce que, ça peut être pour plein de raisons, mais l'un des cas que tu évoquais, c'était la boîte qui a trop levé ou trop vite levé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les cas typiques que tu vois par rapport à ça? Alors, c'est plutôt qui a trop cramé, c'est qui a trop levé par rapport à ses besoins réels et du coup qui a trop dépensé. Nous, en fait, dans les cas qu'on a vus, parce que ça arrivait plusieurs fois, mais qu'elles aient levé ou pas d'ailleurs, c'est des boîtes qui vivent au-dessus de leurs moyens et qui n'ont pas forcément conscience parce que 6 mois ou 1 an de cash flow devant eux. Donc, ils se disent tout va bien. Alors, pour peu en plus qu'il y ait des problématiques de BFR qui sont un peu complexes, où elles ont l'impression de plus ou moins être à l'équilibre parce qu'elles ont un BFR positif et du coup, ça peut être, un BFR négatif. Ça peut arriver. Donc, par exemple, des boîtes qui font de la souscription et qui encaissent en avance. Donc, ça peut être le petit piège de. Et en fait, ces boîtes-là, nous, quand on arrive,
ou même il y a des boîtes qu'on a suivies et qu'on a regardé doucement mais sûrement se rapprocher du mur. En fait, enfin, moi, je le vois en tant que financier et en tant que conseil. Euh, il y a une problématique de je viens de lever, j'ai peut-être. Alors, déjà, je viens de lever, j'ai pas fait d'effet de levier, j'ai pas demandé du non dilutif. Ça, pour moi, c'est une erreur. Donc, quand on lève, faut vraiment essayer. Parce que le truc, c'est que quand on lève, on a les capitaux propres qui sont les fonds propres qui sont au max. Donc, on peut demander. On a un ratio dette equity qui est intéressant. Quand on a tout cramé et que notre equity elle est proche de zéro, on peut plus aller faire du non dilutif. Et il faut toujours rembourser la dette en plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as une boîte qui a des fonds propres à 100 et qui va perdre 20, cas super simpliste, qui va perdre 10 de résultats par mois. C'est-à-dire qu'au bout de 10 mois, fonds propres à zéro. Une fois qu'elle a des fonds propres à zéro, elle ne peut plus demander de dette. Et quand elle vient de lever, elle a des fonds propres à 100, elle peut demander de la dette, elle peut redemander 100 de dette, elle se retrouve avec 200 et elle double son runway. Alors que si elle attend de crever pour demander, elle ne peut plus rien demander et elle se retrouve. Alors, enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention et aussi anticiper le service de la dette parce qu'il y a des mécanismes qui sont intéressants, notamment en France, avec la BPI qui est assez généreuse là-dessus, qui va abonder des levées de fonds en equity en donnant des produits de dette, mais avec parfois des remboursements différés. Il y a pas mal de boîtes qui malheureusement oublient un peu ça, crament l'equity et se retrouvent face à un mur de la dette 2 ou 3 ans plus tard, à un moment où donc on n'a pas délivré aussi bien que possible, aussi bien que prévu, et les échéances sur le capital de la dette BPI arrivent, et ça peut mettre en vraie difficulté. Non, tous ces cas de figure, on les a eus plus ou moins. En fait, bon après. Moi, on a un rôle de conseil. Donc on va expliquer à l'entrepreneur, ça, c'est la situation. Ton runway, il est de temps. Tu avais prévu un runway de 20. Aujourd'hui, tu as un runway de 18. OK, tu es un peu en retard sur tes objectifs, mais voilà, fais attention. Et on va lui offrir les outils pour savoir où il se situe par rapport à sa dépense de cash. Bon, après, si la boîte, elle vend rien, qu'elle veut pas faire du cost-cutting, ou même qu'elle en fait un peu, mais que de toute façon, elle n'arrive pas à vendre, à se développer, qu'elle perd des clients, qu'elle a du churn, bon, indéniablement, elle va dedans. Et en fait, ce que moi, j'observe le plus souvent, c'est qu'on arrive sur des dossiers sur lesquels c'est déjà un peu tard. Et en fait, quand tu regardes la situation, tu vois que c'est des boîtes qui ont levé pas mal, qui ont énormément cramé. Alors après, c'est souvent un peu dans les mêmes postes, c'est souvent au niveau des sales et marketing que ça... Et un peu de tech aussi. Donc, tech, ça va être... je me suis créé une équipe de tech de l'espace parce qu'on vient de lever, que c'est ce qu'on mérite et ce qu'on a promis de délivrer aux investisseurs. Ce qui n'est pas forcément idiot, hein, mais c'est juste que je pense qu'il faut être assez intelligent. Faut aussi, il y a des mécanismes qui permettent de moins cramer, de filer des actions à tes employés, d'intéresser des employés comme ça. C'était aussi le but de toutes ces BSPCE, stock option et autres. Et puis après, tu as tous ceux qui n'ont pas réussi à trouver leur go-to-market, j'en reviens, et qui vont surpayer des personnes parce qu'il nous faut les meilleurs sales pour vendre. Tu comprends, si on n'a pas les meilleurs sales, on n'arrivera pas à vendre. Et ainsi de suite. Et tu as cette logique de on va se faire des équipes de crack pour y arriver, on va dépenser des tonnes et des tonnes de budget en marketing online. Et en fait, au final, on va prendre les meilleurs outils pour faire des PowerPoint. On va pas prendre PowerPoint. Attends, on va prendre Pitch. Écoute, on va mettre des licences pour tout le monde. Ça va me coûter 400 balles. Mais tu sais, 400 balles, c'est rien parce que ça fait des super licences. Et ainsi de suite. On va avoir des tonnes de SaaS. Ça va cramer dans tous les secteurs, vont cramer un petit peu. Les events, on va un peu s'y aller parce qu'il faut aussi montrer sur LinkedIn qu'on est une super boîte. Et en fait, tu vas avoir une culture de la dépense qui fait que tous les départements mis de bout à bout, tu te retrouves avec parfois des niveaux de spend qui sont pas compatibles avec... Et comment tu le mesures financièrement, cette compatibilité? Parce que tu te dis que beaucoup de boîtes s'en rendent compte trop tard. Comment tu fais pour garder les pieds sur terre quand tu as levé 10, 20, 50 millions d'euros, ou peu importe, ou même moins en fait, chacun à son échelle. Est-ce qu'il y a, alors tu as parlé du burn, donc le burn c'est ce que tu dépenses par rapport à ce que tu rentres chaque mois en trésor, mais je veux dire un burn de 20 000 euros ou un burn de 200 000 euros, ça peut être beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend qui t'es, où est-ce que tu en es. Donc est-ce qu'il y a
peux mettre ça en regard d'autres KPI pour. En fait, moi, c'est surtout quand on peut prendre, que ce soit petite boîte ou grosse boîte, tous les géants de la tech qui sont mis à faire des layoffs de 20% ou 30% de leur effectif du jour au lendemain, c'est toutes des boîtes qui ont fait un peu la même erreur et ça peut être des très très gros comme des petits. Donc en fait, le tout, c'est de se dire, moi je pense, si on essaie de revenir à la base, qui est, cette levée, elle me sert à quoi? J'ai un objectif, j'ai un BP. Donc en plus, quand on est un peu structuré, on a des objectifs financiers. Dans ces objectifs financiers, j'ai ma deadline, j'ai plus de cash et donc je vais devoir relever. Et en fait, si je suis censé avoir acquis un marché ou une position sur un marché, ou si je suis censé avoir fait ma tech, c'est j'en suis où de mon objectif par rapport au temps qui me reste pour y arriver. Et si je m'étais dit j'ai 2 ans pour faire quelque chose, qu'au bout de 6 mois, je vois que j'ai déjà un énorme décalage et que je vais dans le mur dans 1 an et demi, c'est d'avoir cette vision de je sais que je vais dans le mur dans 1 an et demi, donc je corrige dès maintenant. Et il y a certains CEO qui ont du mal parce que aussi il y a la personnalité des CEO qui sont des personnes qui osent, qui sont aussi des entrepreneurs dans l'âme, qui ont aussi cette non-aversion au risque. Moi, je suis financier, j'ai cette énorme aversion au risque. Donc, j'ai aussi un filtre qui est peut-être pas le bon. Et c'est-à-dire que je conseille, mais je sais que j'ai d'aversion au risque. Et je conseille quelqu'un qui ne l'a pas. Et j'ai quelqu'un qui, non, t'inquiète, ça va le faire. C'est le yin et le yang. Et c'est très bien, il faut un équilibre entre les deux. Donc, parfois, c'est attention, tu vas dans le mur. Ouais, mais je sais qu'on va continuer et on va choper des gros contrats qui vont nous sauver. Et on va passer un cap. Et il faut qu'on continue dans cette direction. Après, c'est le gut feeling de la personne qui a sa boîte. Si le gut feeling, il passe, c'est tant mieux. Et parfois, c'est le cas. Et parfois, ça passe pas. Et on se retrouve dans une situation de bon, en fait, il me reste 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des vagues de licenciement? Ouais, mais là, ta vague de licenciement, maintenant, elle va te coûter bonbon. Et donc, c'est plus 6 mois. En fait, c'est 3 mois à partir du moment où on commence à licencier les gens. Donc, tu es déjà dans le mur. Et là, c'est plus une levée de fonds, c'est un bridge qu'il faut que tu fasses. Ok. Moi, j'avais vu que certaines startups monitoraient un ratio de burn, de l'ARR ou le MRR qui rentrait en net chaque mois, et qui mettaient ça en regard de leur burn pour voir si le burn que tu utilises, le cash que tu consommes, te sert à rentrer de l'ARR et si oui, suffisamment, ou si en fait il te sert à autre chose. Quoi, la question. Mais est-ce que vous, c'est un ratio que vous avez l'habitude de monitorer sur les startups que vous accompagnez? Sur des sociétés SaaS, oui. Mais après, c'est toujours pareil, ça dépend le secteur d'activité. Il faut que la notion d'ARR, de revenu récurrent, ait un sens. Exactement. Mais on va le suivre, ça va dépendre des boîtes. De façon très très terre à terre, il y a des boîtes où on va suivre juste la cash position et le runway, de façon même quasiment sémanale pour les boîtes qui sont en très très grosses difficultés, où on va essayer juste de survivre au mois le mois, essayer de trouver des quick fix. On n'est plus dans les ratios, on est vraiment dans le patch d'urgence. T'es déjà sous transfusion, il n'y a plus ça. Mais oui, pour celles où il y a un peu plus de vision, on va essayer d'être un petit peu plus de s'appuyer sur des KPIs et aussi de regarder un petit peu les KPIs. Enfin, c'est surtout, on va essayer de regarder quels sont les KPIs qu'un fonds ou qu'un investisseur futur serait à même de regarder. C'est surtout ça qui va nous intéresser, plus que la vision combien tu crames ou un indicateur particulier sur la trésor. Donc, tu évoquais la notion de bridge. Donc, un bridge, c'est quand c'est un pont entre deux étapes. Et en général, entre une étape N-1 qui ne s'est pas passée aussi bien que prévu. Donc, on va faire ce qu'on appelle un bridge pour aller chercher l'étape suivante qui aurait dû, dans un monde idéal, être atteinte sans ce bridge. Exactement. C'est ça. Un bridge, en général, ça se fait, comme tout en business, si tu es en position défavorable, tu te fais un peu plus écraser, c'est ça. Donc là, en l'occurrence, ça se retranscrit comment? C'est sur la valo. Tu te prends en tant que... les actionnaires existants te font diluer par une valo qui est moins bonne qu'elle pourrait être. Exactement. Et elle est moins bonne que le tour précédent sur un bridge, en général. Ok. En fait, ton bridge, c'est que tu vas arriver dans une situation où si tu n'arrives pas à trouver de l'argent, ta société meurt. Donc, après, tu as une position de faiblesse évidente vis-à-vis des personnes qui vont remettre de l'argent
dans le tour de table. Ouais. Et donc, du coup, en fait, tu acceptes les conditions qui est Ouais. c'est soit ça, soit je mets la clé sous la porte. Donc, il faut autant que possible éviter que le bridge se produise. Après, il y a des sociétés sur lesquelles il n'y a pas vraiment de choix. Le bridge, généralement, le bridge n'est jamais voulu et jamais souhaité. Et après, je dirais qu'il y a 2 cas de bridge. Il y a le bridge où on est en position de faire la levée, mais ça prend plus de temps que prévu. Et donc, du coup, on est quand même en train de lever et on peut remettre un petit peu la main à la poche. Et généralement, c'est les actionnaires, moi, c'est souvent ce que je vois, ce sont les actionnaires existants qui remettent la main à la poche. Donc, du coup, c'est, on va dire, le cas. Dans certains cas, qui peuvent même le faire sous forme de compte courant d'associé, non? Il y a les deux. Après, il y a les deux. Il y a un peu tout qui peut se passer. Ce que j'ai vu sur des bridges faits dans ce cadre-là, où en fait la levée de fonds arrive, c'est soit compte courant d'associé, soit 3 cas, compte courant d'associé, augmentation de capital, mais du coup à des conditions préférentielles. Je prends le risque, moi, je me dis que ça va se faire, mais pour l'instant c'est pas fait. Soit des BSAR, où en fait je me positionne. Donc le BSAR, c'est une option à l'achat. Qui me donne droit à une décote sur la levée de fonds que tu me promets que tu vas faire. Et dans le cas où elle ne se fait pas, là, par contre, je transforme ce BSA en action. J'achète une action à un tarif qui est déterminé à l'avance et qui est évidemment favorable. Moi, c'est les trois. Généralement, apport de compte courant, ça va plutôt être lorsque l'associé fondateur, qui est aussi opérationnel, travaille dans la boîte et a un peu de fonds. Oui. Donc là, généralement, c'est lui qui remet la main à la poche. C'est celui qui est le plus skin in the game. Donc c'est le seul qui peut, dans la plupart des cas, accepter de prendre un tel niveau de risque. Ou grosse fortune bienveillante. Oui. Ça peut être aussi quelqu'un qui croit fortement au projet, on est en discussion, ça peut être ça. Mais comme généralement, c'est plutôt du BSAR. Moi, c'est dans ce que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est une règle pour le coup. Je pense que j'ai aussi une vision qui est tronquée par le type de dossier que je vois. Oui. Mais moi, je vois plutôt BSAR. Ouais. Et donc BSAR, curieux qu'on creuse ce cas-là, si tu l'as vu plusieurs fois. Donc, on l'a dit, c'est une option d'achat qui te donne droit au moment où la levée se fait, si elle se fait, d'acheter avec une décote par rapport à la valo qui est faite. Exactement. Et l'avantage, c'est que c'est super rapide, c'est assez facile à mettre en place. Oui, c'est pas une augmentation de capital en tant que tel, donc tu n'as pas tout le juridique d'émettre des actions, etc. Donc ça va très vite cette partie-là. Ouais. Et la décote, d'un point de vue purement financier, c'est quoi l'ordre de grandeur que tu vois en général sur du BSAR? Je ne vais pas dire de bêtises ou de. Moi, je refuse des 20%. Ouais, ok. Ouais, non, c'est ce que j'avais en tête. Enfin, moi, j'allais dire entre 20 et 40, 50 dans les pires des cas où vraiment on te dit, en fait, là, tu as besoin de moi pour bridger. Donc, et ça, peut-être sur des boîtes avec des plus gros volumes ou plus grosses. Ouais. Je pense. Hein. Ok. Ça marche. Est-ce que tu as vu des cas dans ces boîtes qui ont beaucoup levé, mettons, je sais pas, une boîte qui a levé 10 ou 15 millions, valorisé 50, 60 millions, où ça, comme tu disais, un peu trop burné, ça n'a pas délivré suffisamment. Qu'est-ce qui se passe concrètement une fois Déjà, c'est tendu. C'est très tendu en interne, généralement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a les 2 cas de figure, en fait. Ça va dépendre de. Donc là, on parle d'entreprises en difficulté qui arrivent finalement à la deadline, donc qui n'ont plus beaucoup de cash et qui doivent en trouver quoi qu'il arrive. Ouais. En fait, qu'elles aient levé ou non, le cas est un peu le même. Moi, j'ai eu le cas d'une société qui avait distribué des gros dividendes, qui marchait très très bien et qui s'est écroulé du jour au lendemain. Et donc, en fait, elle s'est retrouvée à plus pouvoir payer la masse salariale et elle n'avait plus suffisamment de fonds propres. Et ce n'était pas une boîte qui était structurée pour lever puisque c'était une cash machine. Donc, on s'est retrouvé aussi dos au mur. Donc, en fait, quelle que soit la situation, que ce soit dans un contexte de levée ou que ce soit dans le contexte d'une société normale qui connaît des difficultés, il y a la première, on va dire le premier réflexe, c'est je peux agir sur mes recettes ou je peux agir sur mes dépenses. Généralement, mes recettes, c'est ce qu'on maîtrise le moins. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller taper sur les dépenses. Donc après, on peut faire aussi des coups de non, je crois vraiment à mon projet, je vais continuer sur les dépenses et j'aurai mes recettes quoi qu'il arrive. Tu vas voir, je vais trouver, prendre le téléphone et on y va.
D'ailleurs, c'est souvent un peu les deux en même temps, mais le plus simple, ça va être de diminuer les dépenses. Donc, les dépenses, c'est tes OPEX, tes coûts de structure, tu vois, ça, c'est assez facile. C'est une revue et de faire du cost-cutting. Tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui ne te permet pas de générer de la vente, bah, tu le diminues. Nous, c'est comme ça qu'on l'avait fait. Et derrière, il y a aussi tout un volet people qui est de se dire, aujourd'hui, j'ai soit la boîte qui se plante complètement, et donc je perds 100% des emplois, soit je décide de faire un plan et de perdre une partie des emplois, et donc c'est des arbitrages qu'il faut faire, qui sont pas très très marrants, mais parfois, malheureusement, on est un peu obligé de le faire. Donc ça, c'est le volet où je vais diminuer mes coûts. Sachant que licencier des personnes, c'est aussi un surcoût. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se réveiller au dernier moment en disant ouais, mais si je cut la moitié de mes effectifs, c'est bon, j'arrive à tenir 10 mois. Du renoué supplémentaire. Mais tu dois payer. Alors surtout en France, tu as des indemnités. En Espagne, ça l'est un peu moins. Mais bref, il y a quand même un coût de licenciement des personnes qui fait qu'il faut le prendre en compte. Et après, derrière, c'est comment je trouve plus de financement. Parce qu'une fois que j'ai diminué mon runway, une fois que j'ai diminué mes coûts, mon cash burn, et que j'ai augmenté mon runway, structurellement, si je continue à perdre de l'argent, il faut quand même que j'arrive à trouver des fonds. Donc, c'est soit je suis dans une logique de levée de fonds et j'arrive à persuader quelqu'un de remettre de l'argent dans la boîte, mais avec le risque d'avoir une valo qui est inférieure à la valo du cours précédent, avec des investisseurs qui tirent un peu la tronche. Et, voilà. Et puis, il faut aussi convaincre. C'est-à-dire que tu as réussi à lever, peut-être la première fois, tu as réussi à lever sur une valo quasiment identique à ce sur quoi tu vas relever. Mais entre-temps, alors ta boîte a évolué, mais tu n'as pas du tout atteint tes objectifs. Enfin, bref, il y a quand même toute cette logique de si je relève, est-ce que je suis capable de relever? On a eu des sociétés qui sont pas capables de relever. Qui juste, en fait, non, c'est bon, tu as déjà cramé. Tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs. Tu n'as pas réussi à atteindre ce que tu voulais aller. Ta levée que tu fais, c'est pas une levée, c'est juste que tu as un mur devant toi et que tu as besoin d'argent. Et en fait, ça marche plus. Et ça, on l'a des sociétés qui avaient réussi à lever, qui se retrouvent avec des portes fermées juste devant eux. Et donc même là, la part de leurs propres actionnaires. Qui n'y croient plus et qui stop loss. C'est bon, on a perdu. On a investi, on a perdu. Bah, c'est pas grave, on passe à la suivante et on s'accroche pas. Parce qu'en tant qu'investisseur, je pense que c'est aussi une erreur. Bah, comme en tant que chef d'entreprise, c'est une erreur de s'accrocher à quelque chose qui fonctionne pas. T'as pas envie de mettre de l'argent dans un tonneau percé. C'est ça. C'est sûr. Et du coup, ça crée des situations où l'entrepreneur peut se retrouver un peu seul, évidemment, puisqu'il est lâché par ses propres actionnaires qui pensaient avoir dans la barque avec lui. Donc ça, c'est les rats quittent le navire. Il y a une notion de désalignement qui peut être super impactante. Ça, je le vois sur des boîtes qui peuvent avoir trop levé, qui n'est pas suffisamment délivré, et derrière, c'est compliqué. Donc, soit il y a quelque chose à sauver, ça peut être des personnes, le dirigeant, de la techno ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, quand le truc ne fonctionne pas, ou typiquement, il peut y avoir des changements de régulation, donc un marché ou changement de régulation ou changement d'environnement, une boîte qui est super, tu te dis bah, c'est génial, c'est le futur, et puis tu as Google qui sort un truc qui fait bah, attends, c'est exactement ce que je fais, mais c'est gratuit et c'est Google. Bon, bah ok, elle est où la clé, elle est où la porte et puis, Alors, tu parlais de plans, de restructuration et de plans donc sur la partie RH. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe si certains CEO ou RH ou DAF qui nous écoutent l'envisagent dans un coin de leur tête, ne l'ont jamais fait? Concrètement, comment ils doivent anticiper les choses sur un sujet comme ça? Il fait un peu peur à tout le monde. Hein. Moi, j'ai eu à le faire. Pour le coup, vraiment, où là, on a licencié quand même pas mal de monde. C'était sur chez un de mes clients. Et en fait, c'était un peu simple, c'est qu'on n'avait pas le choix. Donc, c'était le cas d'une société qui était pas... C'était une cash machine, où il y a eu justement, sur une société d'adtech, des changements de régulation, plus de contrôle. Et en fait, le chiffre d'affaires s'est écroulé en 2 mois. Mais ça a été... je ne me rappelle plus des chiffres, mais ça devait être un truc du genre... perte de 40% du chiffre d'affaires du jour au lendemain. Et avec une tendance qui descendait, une tendance qui se confirmait sur les produits. Donc, en fait, il y avait une structure de coûts qui n'était pas faite, qui était trop élevée. On perdait de l'argent tout le temps, et en fait, c'était une tendance qui continuait par palier. Donc, on perdait de l'argent on perdait du chiffre d'affaires petit à petit, avec des effets de seuil, mais brutaux, qui affectaient un peu tout le marché sur ces produits-là. Et donc, du coup, en fait, moi, je suis à la finance, donc... Quand je vois cette énorme Europe, je dis attends, il y a un problème avec la facturation. Et qu'on me dit non, c'est pas un problème de facturation, c'est que. Un problème au niveau des ventes. Au problème au niveau des ventes, que le marché s'est retourné.
Et donc, du coup, on a des projections qu'on fait tous les mois et on s'aperçoit très rapidement que si on fait rien, la boîte crève dans 6 mois. Je ne me rappelle plus exactement combien c'était, mais c'était quelque chose qui était assez rapide. Donc, du coup, ce qu'on a fait, parce on venait de sortir d'une distribution de dividendes un peu costaud, donc il restait plus rien dans la boîte. Ok. Et en fait, tout simplement, moi, en tant que financier, c'est déjà, je calcule bien pour être sûr, parce que là, pour le coup, il y a un impact qui est quand même plus que certain sur la vie de personnes. Là, on sort vraiment de je sors un report que j'envoie à des actionnaires sur une boîte qui va bien à si je me plante, ça a quand même des vraies conséquences sur la vie des gens. Donc, on vérifie 2 fois les chiffres. Une fois qu'on est à peu près sûr du problème, on discute du diagnostic avec les CEO. Donc là, ça a vraiment été une discussion de où est-ce qu'on voit la boîte, quelles sont les solutions qui peuvent s'offrir à nous. Parce que, par exemple, sur ce groupe-là, qui a connu une difficulté, il y en avait un où on sentait qu'on pouvait faire quelque chose, c'était une boîte SaaS, et c'était juste aller chercher de nouveaux marchés. Donc c'était vraiment, on a changé le produit, on a travaillé sur le produit, on s'est mis en hold, on a vraiment fait un plan d'action, on a regardé l'emploi pour tout le monde. Pour l'autre, c'était vraiment quelque chose où on savait qu'on n'allait pas réussir à conserver l'emploi. Donc derrière, ça a été quelles sont les BU qui sont les plus performantes, quelles sont les personnes clés qu'on veut absolument vouloir garder, et à quel niveau on peut diminuer les coûts de chaque département sans en affecter trop la rentabilité. Et donc, dans ce cas précis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait différentes business units. Et en fait, on a traité chaque business unit pour qu'elle arrive à un taux de rentabilité qui était minimum, de faire en sorte qu'une business unit ne plante pas le reste. Et en fait, on a fait en sorte de regarder est-ce que tel produit indépendamment est rentable ou non. Sinon, qui on garde dans l'équipe, qu'on peut réaffecter à un autre projet. Si oui, qui on peut rapatrier des autres équipes pour pouvoir garder. Et en fait, on a fait un plan qui était assez sévère. On l'a présenté aux salariés de façon très transparente. On a montré tous les chiffres, on leur a expliqué. Et après, on a fait des entretiens individuels pour expliquer aux personnes qui devaient partir pourquoi. Et donc, ça s'est fait assez rapidement. On a fait le tout quasiment en 2 semaines. Ah oui, donc c'est très rapide entre là, on a été très rapide. Le moment où tu fais tes calculs, tu décides combien de personnes et qui doit partir, et le moment où tu l'enclenches, c'est quelques semaines. Moi, j'avais fait le choix d'aller très très vite, et surtout que l'Espagne nous permettait de le faire un peu plus rapidement, peut-être qu'en France, où il y a peut-être des consultations avec des partenaires sociaux, il y a d'autres problématiques. Mais j'ai tendance à penser, ça c'est que mon opinion et ça engage que moi, que sur ce genre de sujet, il faut aller assez vite dans la prise de décision, s'assurer quand même que c'est pas quelque chose de conjoncturel, donc faut pas paniquer. C'est très différent d'aller vite et de paniquer. Il faut vraiment prendre le temps de faire l'analyse, mais une fois que le diagnostic est posé et qu'on a fait un plan d'action, en fait, attendre 2 mois pour virer des gens ou le faire immédiatement, ça sert à rien. Il faut arracher le pansement assez rapidement, sinon ça peut gangréner l'ensemble de la boîte avec une ambiance qui est malsaine, qui vient corrompre un peu la culture d'entreprise chez les gens qui vont rester aussi. Puis c'est bête, mais se dire je vais pas prendre cette décision difficile, je vais attendre, parce que souvent c'est de la procrastination ou de la peur, ou on n'a pas envie, ou parce qu'on est attaché aux personnes avec qui on travaille. En fait, si c'est bien expliqué, il n'y a pas de raison d'être. Faut bien le faire, on peut le faire de façon humaine. Et en fait, je vire des gens pas parce que ça m'amuse, mais parce que je me rends bien compte que si j'en vire pas 2 aujourd'hui, j'en virerai 4 demain. Donc c'est vraiment dans cette logique-là qu'il faut le prendre. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aller rapidement dans la prise de décision, qui est qu'à partir du moment où je sais que c'est la bonne décision, il faut y aller. Et il ne faut pas perdre de temps, parce que 1 mois et demi, c'est 1 mois et demi d'un autre salaire qu'on pourrait payer. La réalité, c'est que moi, sur les entrepreneurs qui ont malheureusement vécu ça, le retour d'expérience qu'ils m'ont fait, c'est qu'en réalité, les gens comprennent, même ceux qu'on fait partir, à la condition évidemment que ce soit bien expliqué. Et c'est pour ça que ça top que dans l'expérience que tu racontes, tu me dis vous avez fait preuve de beaucoup de transparence. Je pense que c'est des conditions sine qua non pour que ça se passe bien. Parce que derrière, tu as des gens qui sont attachés au projet et qui soient dans la barque des gens qui restent ou de la barque des gens qui partent. En fait, la situation et la décision est motivée par la survie de l'aventure pour laquelle ils ont tous travaillé et à laquelle ils sont tous attachés plus ou moins fortement. Et donc, en fait, ils le comprennent si c'est bien expliqué, je pense. Et aussi avoir de la cohérence, parce que c'est bien de réduire les ressources humaines, il faut aussi avoir de la cohérence sur les autres postes. Oui. Donc, par exemple,
ne pas faire un staff event ou un dîner de Noël où on va tout craquer et derrière virer des personnes. Ça c'est l'erreur à pas faire. Et ne pas refaire une soirée de Noël juste après. Exactement. Pourquoi pas, mais en tout cas de manière assez frugale. C'est ça, exactement. Un peu cheap de écouter les gars, ça a été un peu dur. Voilà, on est en équipe resserrée, on a quand même envie de vous remercier. Si c'est une toute petite équipe, en fait, le dirigeant il peut inviter les gens à dîner en disant... Il y a plein de trucs qui peuvent se faire. On n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde ou de faire des trucs de fou. Parfois, après, là, c'est plus des sujets management et RH, mais c'est important aussi quand il y a ce genre d'éléments. Moi, je trouve d'être très transparent, bienveillant vis-à-vis des personnes qui nous quittent et de faire ça, d'essayer de faire ça le mieux possible et d'essayer de trouver aussi des solutions en amont. Faut que ce soit motivé par quelque chose et pas seulement... pas seulement une lubie de j'ai l'impression que allez vas-y on va virer tous les départements et puis on verra après et pour re-embaucher plus cher en repayant des fiches de recrutement 2 mois plus tard d'autres personnes. Pour le coup c'est des choses que les gens ne comprennent pas et en l'occurrence à juste titre par exemple. Et justement si on revient sur un aspect plus financier, mathématique, ça coûte combien? Mettons que j'ai une équipe de 100 personnes. J'ai décidé que pour m'en sortir, il fallait que j'en sorte 30. Concrètement, combien ça va me coûter? Comment je vais le calculer? Je comprends qu'il y a des différences entre la France et l'Espagne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Alors comme ça, je vais dire d'énormes bêtises. Donc, en gros, selon les seuils, selon le nombre de personnes que tu licencies, tu as différents types de licenciements que tu vas avoir. Tu vas passer sur des plans ou sinon ça va être de l'individuel. Et en fait, à chaque fois, là, dans ce genre de cas, il faut quand même se poser, il faut regarder la réglementation en cours, les zones géographiques qui sont touchées. En France, c'est pas le moins cher. Donc, c'est aussi ce qu'on entend souvent avec les grands patrons qui se plaignent de oui, mais on n'a pas de flexibilité. C'est un peu vrai. C'est vrai que quand il y a un plan, c'est pas forcément très flexible. Mais non, là, il faut appeler son avocat, son laboral. Il faut prévoir pour sortir une personne de débourser au moins quelques mois de salaire. Exactement. Plusieurs mois de salaire, surtout en France, parce que ça coûte très cher. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper. Il ne faut surtout pas se dire il me reste 6 mois, c'est bon, j'aurai toujours ça. Non, parce qu'en fait, je vais payer entre au moins 3-4 mois de salaire. Donc, sur les 6 mois, si je veux sortir 30 personnes, je vais devoir payer l'équivalent de payer pendant ces 3-4 mois, plus ou moins, 30 personnes qui en fait seront plus là. Si tu restes 6 mois, paye tout le monde jusqu'au bout, quasiment. Mais non, après, il y a aussi le signal. Je dis ça, non, il y a après le signal de j'ai fait ces layoffs. Et donc, du coup, pour mon futur investisseur, tu reviens dans une structure qui est saine, qui est peut-être au break-even. Ça aide le financement. Ça aide le financement. Ça peut être parfois d'ailleurs une condition sine qua non pour réinvestir OK, tu me nettoies ta structure de coûts et une fois que c'est fait, je pourrais regarder ce que je vais pouvoir faire pour toi. Mais l'idée, c'est quand même à chaque fois de bien prévoir en amont. 6 mois, des vraies difficultés, déjà chaud. Surtout pour un profil très conservateur comme le mien, moi 6 mois, je sais pas comment ils font. Parfois, je parle à des chefs d'entreprise, je sais pas comment ils font pour dormir. Moi qui suis, du coup, je suis passé de l'autre côté de la barrière parce que je suis aussi chef d'entreprise avec ma société. Je regarde ça. Alors peut-être c'est une déformation professionnelle, mais je regarde ça. Moi, si j'ai un mois qui est mauvais, ça me met dans le bouillon. Il y a des gens qui travaillent avec de la dette sur leur tête, de la dette perso. Non, mais t'inquiète, tranquille, ça va le faire. C'est d'autres personnalités, et heureusement d'ailleurs. Sinon, il faut tout, clairement, sinon on n'évoluerait pas. Mais, je vois ce que tu veux dire. Il y a le profil financier, le profil entrepreneur, et toi et moi, on est les deux à la fois. C'est ça. Il y a cette schizophrénie, je pense, en chacun de nous deux. Ok, justement, pour terminer notre échange, de parler à l'entrepreneur. C'est quoi vos ambitions, la vision que vous avez pour Iter Advisor? À la base, c'était de faire quelque chose qui allait nous plaire, avoir cette flexibilité, pouvoir traiter plusieurs dossiers. En fait, c'était assez enrichissement en termes du travail parce que sur un dossier particulier, en fait, très vite, on s'emmerdait. Parce que une fois que tout roulait, il y a quand même une routine qui s'installe. Et sur un dossier, il peut y avoir des tonnes de choses qui se passent. Mais quand tout va bien et qu'il ne se passe rien, c'est quand même un peu plan-plan. Donc l'idée de base, c'était ça. Écoute, aujourd'hui, on grossit bien. On est assez content d'où on est. On est content de ce que ça nous permet de faire. Paradoxalement, du coup, on en parlait tout à l'heure,
paradoxalement, moi, ça m'a permis, j'ai mon deuxième petit qui vient de poindre Félicitations. Merci. Le bout de son nez. Donc, ça me permet aussi d'avoir une flexibilité qui est assez agréable pour une vie, un équilibre vie pro, vie perso. Et non, c'est Iter Advisor, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer de faire un cabinet de conseil qui nous ressemble, qui reste à taille humaine. Je ne vise pas le cabinet de 200 personnes, même si c'est des superbes success stories. Ouais. Mais voilà, de pouvoir avoir de l'intérêt, d'accompagner des entrepreneurs qui sont quand même passionnants. Et on a la chance, alors je ne dis pas ça pour les premiers clients qu'on a accompagnés, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des problématiques qui sont un peu plus complexes aujourd'hui, des dossiers qui sont un peu plus, un peu plus complexes d'un point de vue financier. Parce qu'au début, on n'avait pas ce genre de dossier qu'on pouvait récupérer. Et donc, c'est assez intéressant de pouvoir voir. Ça fait aussi évoluer ton métier en tant que CFO et tu poursuis ta courbe de progression. Exactement. Et puis après, on verra comment évolue le métier, parce que je pense, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la technologie a énormément évolué, mais on en est aussi à un point un peu charnière où ça va continuer d'évoluer. Et le métier, moi déjà, quand je vois la quantité de fractional CFO qu'il y a sur le marché par rapport à il y a 10 ans, ça n'a rien à voir. Et les profils de ces fractional CFO ont changé. Et les prestations ont aussi changé. Et je pense que ce qu'on fera dans 10 ans n'aura rien à voir en termes de métier. Je ne sais même pas si notre métier continuera d'exister ou pas. On se posera la question peut-être dans 5 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en face d'un gouffre. On n'a aucune idée de ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est aussi intéressant. C'est ça qui rend le métier marrant aussi. C'est aussi intéressant d'être à ce moment-là, avec cette position-là. C'est qu'on n'est pas tout seul, isolé sur un marché. C'est qu'on a une structure qui peut nous permettre d'accompagner ce changement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Après, moi, comme un autre entrepreneur, on peut se planter. Donc, on ne sait pas où on sera dans 5 ans. Mais c'est, je pense, important en termes de culture de garder cette agilité, cette curiosité. Et vous êtes plutôt dans une bonne posture pour le faire, je pense, avec la structure que vous avez. Ok, et trop bien. En tout cas, des beaux projets et une super boîte que vous êtes en train de construire avec tes associés. Merci beaucoup, Benjamin, de m'avoir reçu. Et ravi d'avoir pu échanger avec toi sur tous ces sujets. C'était vraiment passionnant, notamment de pouvoir creuser un peu ces thématiques levée de fonds et difficultés, entreprise en difficulté, comment on peut trouver des moyens de s'en sortir. Donc merci beaucoup de t'être livré. Je pense que nos auditeurs se sont régalés. Merci pour l'invite. À bientôt. Super, merci.